Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vous propose de jeter un œil au Mythic Game Master Emulator version 2, seconde édition, donc le Mythic Game Master Emulator. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un œil à ce à quoi ça ressemble. Moi, je l'ai survolé, il y a vraiment énormément de choses dans le livre. Normalement, c'est plutôt un bouquin qui est fait pour faire du jeu de rôle solo. Alors, si vous comprenez pas le concept de jeu de rôle solo, sachez que c'est un truc qui se pratique de plus en plus. Personnellement, moi, c'est pas forcément le truc dont je suis le plus friand, même si vous pourrez retrouver des vidéos sur la chaîne où j'en parle, par exemple sur Iron Sword, que j'avais beaucoup apprécié jouer en solo. Mais c'est pas seulement pour le jeu de rôle solo, ça peut aussi vous aider durant vos parties, ou si vous voulez jouer à plusieurs sans maître du jeu, etc. En gros, ça permet de remplacer le maître du jeu, peu importe le jeu de rôle auquel vous avez envie de jouer. Mais pas seulement, en fait, le bouquin est plein de ressources. Moi, là, je me le suis pris par curiosité. En fait, ça faisait un moment que je l'avais. Je crois que j'avais la première édition. Là, j'ai pris la deuxième édition. Elle est vraiment bourrée de plein d'outils différents. Donc, on va pas en faire une review complète. Je l'ai pas lu en entier. Je vais vous montrer grosso modo les concepts clés du bouquin. On va faire un tour assez rapide. Et puis voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez aller jeter un œil sur DriveThru RPG. On est parti. Donc voilà le Mythic Game Master Emulator, seconde édition en version PDF. Donc on va regarder genre juste vite fait comment eux ils le présentent. Voilà. Eux ils parlent d'un moyen de faire du jeu de rôle solo roleplay, du group roleplay with no GM, donc faire du jeu de rôle en groupe mais sans maître du jeu, où on remplace plus ou moins le maître du jeu par des mécaniques qui bien sûr vont nécessiter une intervention humaine, hein. C'est pas un truc d'intelligence artificielle, vous allez le voir. Ça peut aussi servir à assister le maître du jeu pour de l'improvisation, etc. Et puis ça peut aider par exemple à de l'écriture, à préparer sa partie, etc. parce qu'il y a énormément de ressources. Donc on va vraiment se concentrer sur les concepts clés, comme je vous le disais. Et le premier de ces concepts clés, c'est les questions fate, donc les questions du destin. Et en gros, c'est un moyen de savoir si une de nos attentes, une de nos idées va s'appliquer ou non, parce que c'est bien ça le but. Quand vous avez un maître du jeu, son objectif à ce maître du jeu, c'est d'amener des choses que vous savez pas. Par exemple, j'entre dans une pièce, c'est pas moi qui décide ce qu'il y a dans la pièce, a priori, c'est le maître du jeu. En tout cas, dans du jeu de rôle où il y a un maître du jeu, justement, puisqu'on peut aussi jouer sans maître du jeu, enfin, il y a un milliard de façons de faire du jeu de rôle, mais généralement, le maître de jeu, il a un peu deux fonctions, on va dire, l'arbitrage des règles éventuellement, et aussi le fait d'amener des choses qu'il a préparées en amont ou qu'il improvise, mais qui ne dépend pas de vous en tant que joueur, pour créer ce sentiment d'avoir un challenge, d'avoir une incertitude en face. Ce à quoi va servir ce bouquin, c'est à gérer ces incertitudes. C'est pour ça que je disais que ça peut aussi servir au maître de jeu, parce que quand vous êtes dans de l'impro, parfois peut-être que vous êtes un petit peu démuni en tant que maître de jeu, que vous avez envie de mettre un peu de piquant, de pas mettre le truc évident qui vous vient tout de suite en tête, ou de limite faire dérailler un peu le scénario, ou de suivre des joueurs qui ont envie de sortir un petit peu des idées que vous aviez prévues. Et tout ça, ça va pouvoir vous aider. Et donc la question Fate, c'est vraiment la mécanique de base de cet émulateur, de ce mythique émulator. C'est de répondre à des questions qui se répondent par oui ou par non, grosso modo. Une autre fonction un petit peu que je trouve intéressante et qui change par exemple de Iron Sword, etc., c'est le facteur chaos. Donc ça, c'est vraiment une idée très narrative. On pourrait dire que si on prenait la question Fate toute seule, ce serait que de la simulation. Ce serait que de la simulation, parce que vous allez le voir après, en gros, on se poserait la question de est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait un ennemi dans cette pièce? Moi, je vais déterminer à peu près les chances qu'il y ait un ennemi dans cette pièce, je vais jeter des dés, je vais voir s'il y a un ennemi ou non dans cette pièce. Si je devais résumer la Fate question, c'est un petit peu ça. Et en fait, le facteur chaos, le chaos factor, c'est une autre mécanique qui vient apporter de la narration, puisqu'en gros, il va monter et descendre. Et plus le facteur chaos va augmenter, plus les chances que la réponse à la question que vous allez poser quand vous allez utiliser les questions Fate soit une réponse positive. Sachant qu'en général, vous allez les poser, votre question Fate, justement de manière positive. On vous conseille de ne pas vous demander est-ce qu'il n'y a pas de méchant dans la pièce, mais bien de vous poser la question est-ce qu'il y a un méchant dans la pièce? Vous voyez, c'est par la positive, c'est une question par la positive, pas par la négative. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, le facteur chaos, en fluctuant, il va changer les chances, et en gros, plus il sera élevé, plus les chances que la réponse à la question soit positive vont être élevées. Et donc ça, c'est vraiment un procédé narratif, puisque ça va permettre de simuler le fait que, par exemple, la tension monte. Plus le facteur chaos monte, plus il y a de chances que des choses improbables arrivent, qu'on réponde par oui à est-ce qu'il y a du danger, est-ce que la porte est fermée, est-ce que je trouve un trésor, etc. Donc on est dans le climax, vous voyez, il y a beaucoup plus d'éléments qui se passent. Le chaos, je crois, la définition du chaos, c'est que tout peut se passer en même temps, je sais plus trop. Ça va augmenter ces chances-là, et quand ensuite le facteur chaos va baisser, on va revenir à une situation un peu plus stable, où les choses surprenantes, etc., vont devenir moins probables.
C'est vraiment ça l'idée, et donc ça vous permet d'avoir la sorte de courbe de l'attention qu'on pourrait imaginer dans un truc narratif pour le coup. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Et ensuite, une autre feature, ça va être les événements random, parce que oui, si vous ne faites que répondre par des questions par oui ou par non, vous vous challengez un petit peu moins, c'est-à-dire que vous partez toujours de ce que de vos attentes, en fait. Si je vais dans la grotte des gobelins, ok, je suis en train de faire ma partie, que ce soit en solo, que ce soit n'importe comment, je vais dans la grotte des gobelins, a priori il va y avoir des gobelins, donc je vais me poser la question, est-ce qu'il y a des gobelins devant l'entrée ? Et hop, je vais faire un jet de fate question. Et en fait, si je fais que comme ça, c'est toujours moi, entre guillemets, qui suis à l'impulsion de ces questions. Donc, il y a moins un facteur random. Et en fait, dans la même mécanique, ils vont insérer des événements aléatoires qui vont justement permettre de challenger les idées préconçues qu'on a pour le moment en avançant. Donc c'est important d'avoir les deux. Si vous avez que des trucs random, à chaque fois que vous posez une question, vous jetez sur une table aléatoire et paf, ça fait apparaître un truc complètement inattendu, vous risquez de vous dire c'est quoi cette histoire, c'est trop compliqué, ça part dans tous les sens. Mais si vous vous posez que des questions basées sur la cohérence de ce qui est arrivé avant, vous allez vite refermer votre aventure, entre guillemets. Alors que là, ça vous permet d'avoir des ouvertures. Bien sûr, encore une fois, tout ça, c'est un outil. Donc, dans l'absolu, si à un moment donné, il y a un événement aléatoire qui arrive que vous n'avez pas particulièrement envie, vous pouvez toujours le refuser, etc., bien sûr. Ensuite, on nous explique que le jeu va être décomposé, enfin la manière de fonctionner de l'émulateur va être décomposée en scènes. Et en gros, c'est plus ou moins pour... ça permet de rythmer votre avancée, notamment si vous êtes en solo, je pense, puisque en général, quand on joue en solo, au fur et à mesure, on prend des notes. Et en fait, à la fin des scènes, à la fermeture de la scène, entre guillemets, vous allez pouvoir prendre des notes sur ce qui s'est passé. Et ça va vous permettre d'avoir un découpage. Donc une scène, c'est très souple, hein. C'est comme au cinéma, ça peut représenter 6 mois de voyage, comme ça peut représenter une discussion qui dure 5 minutes avec quelqu'un. Mais ça vous permet d'avoir une sorte de découpage narratif qui va vous permettre de mettre des étapes en fait dans votre avancée. Ensuite, on va avoir les listes. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça, c'est un des trucs que je récupérerai bien et qui est vraiment tout bête, hein. Vous allez sûrement vous dire, mais c'est complètement stupide, pourquoi il l'a jamais fait, lui qui a appelé sa chaîne Le Bon MJ. Mais en fait, ce concept-là, j'aime beaucoup. C'est l'idée que vous allez, au fur et à mesure qu'il y a des personnages et des objectifs, etc., qui apparaissent durant votre progression, vous allez les noter. Et en fait, vous allez les noter sur des lignes pour les retrouver facilement, déjà, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à retrouver des informations. Je suis très mauvais en organisation. Donc, la manière dont il le présente est assez intéressante. Je vous montrerai vite fait. Et surtout, ça va vous permettre, à partir de ces listes d'idées qui viennent se cumuler, qui émergent au fur et à mesure de votre histoire, de toutes les regrouper à un endroit et en plus de les randomiser. Et enfin, vous allez avoir des oracles assez classiques qui vous permettent de répondre, d'amener de l'inspiration en fait. Donc en fait, il va y avoir vraiment deux leviers. Ce sont vos expectations, donc ce sont vos attentes, c'est ce qu'on disait. Le jeu en fait a besoin de l'humain pour mettre des attentes, etc. Et pour l'interprétation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez jeté les dés, que vous avez tiré des trucs d'interprétation, etc., le jeu va pas vous raconter une histoire, c'est pas ça. Sinon, vous pouvez aller jouer à un jeu vidéo, par exemple. Non, là, le but, c'est de vous amener des idées, et ça va être à vous de les combiner, de les interpréter, etc., etc. Donc voilà, grosso modo. Qu'est-ce que c'est la Fate Questions ? Bah, c'est simple. Vous êtes en train de raconter une histoire, que ce soit en solo ou non. Vous êtes en train de jouer, voilà, et là, vous vous posez une question. Pour l'instant, vous suivez plus ou moins vos attentes. Vous dites, ouais, on est dans une ville et tout, il y a des choses bien établies. Vous dites, ça, c'est logique. Pour l'instant, je me pose pas de questions, vous avancez, etc. À un moment donné, il y a une de vos attentes. Par exemple, on va reprendre l'exemple de la grotte des Gobelins. Vous arrivez à la grotte des Gobelins, là, parce qu'il faut aller chercher le trésor ou je sais pas quoi. Et à ce moment-là, vous dites, est-ce qu'il y a des gobelins devant la grotte ? Bon, peut-être que vous dites, c'est une évidence. Il y a des gobelins devant la grotte, donc vous n'allez pas jeter 2 dés. Et vous allez juste continuer à suivre vos attentes et rester à l'étape 1. Mais à un moment donné, vous vous dites, est-ce qu'il y a des gobelins devant la grotte, oui ou non ? Peut-être qu'ils sont pas là, peut-être qu'ils sont partis faire autre chose, peut-être qu'ils... je sais pas. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, ok, j'ai envie de challenger un peu mes attentes, je passe à la suite, et là, je vais poser une fate question. Donc, je vais utiliser la mécanique pour répondre à cette question. Je vais déterminer les chances qu'il y ait des gobelins ou non. Donc là, c'est moi qui décide. Et puis ensuite, je vais jeter les dés, et ça va me donner ma réponse, et je vais interpréter le résultat. Tout va quasiment se baser là-dessus, sur la fate chart, donc sur ce tableau. Donc à tout moment, en fait, quand vous allez vous poser une question, il faudra vous garder ça sous le coude parce que ça va être vraiment le truc vers lequel vous allez revenir le plus souvent. Vous voyez que c'est un tableau croisé entre ce que vous considérez comme étant les chances que quelque chose arrive sur le côté gauche et le facteur chaos, ce fameux facteur chaos qui est en bas. Donc de base, on nous dit, quand vous commencez votre aventure, mettez-vous un facteur chaos 5 et ensuite il va évoluer au fur et à mesure de l'aventure. Donc on serait, là on est au tout début de notre aventure, et ben on regarde cette colonne-là. Et au moment où on se pose la question, est-ce qu'il y a des gobelins devant la grotte ? Et ben on se demande, on décide en fait en tant que maître du jeu ou en tant que joueur solo, etc.
des chances qu'il y ait des gobelins. Donc on peut se dire qu'il y a de très bonnes chances qu'il y ait des gobelins, qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait des gobelins, que c'est quasiment certain qu'il y a des gobelins ou que c'est certain qu'il y a des gobelins. Sinon on se dit que c'est 50-50 ou sinon on se dit qu'il y a peu de chances, qu'il y a vraiment peu de chances, que c'est quasiment impossible ou que c'est impossible. Donc à ce moment-là, c'est à nous de nous poser la question. Donc moi, admettons, je me dis, bah les gobelins, ils ont une vie, etc. Mais honnêtement, j'ai pas encore beaucoup d'informations sur les gobelins, par exemple, à ce stade de l'histoire, donc je sais pas vraiment quels sont leurs comportements. J'ai pas encore vraiment établi de vérité sur ces gobelins, donc je vais vraiment aller sur un 50-50, quoi. Je peux me dire ça. Et comme je suis facteur KO 5, vous voyez, on croise, je suis sur la ligne 50-50 et je suis facteur KO 5, donc c'est ici que je vais lire mon résultat. Et à ce moment-là, en fait, je vais lancer un descend. Donc je regarde d'abord le chiffre central, enfin le nombre central pour le coup. Si mon descend il donne un résultat inférieur ou égal au nombre central, ma réponse va être oui. Le résultat de mon jet de descend donne un résultat supérieur à ma valeur centrale, la réponse sera non. Donc je fais 46, oui, il y a des gobelins. Je fais 70, non, il n'y a pas de gobelins. Maintenant, vous voyez qu'il y a deux autres petits chiffres ici. C'est oui, 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 et non, 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 non. C'est-à-dire qu'on a 4 variables. Oui, non. Mais si je fais en dessous de 10, c'est genre, je sais plus comment ils le formulent, ils disent un résultat exceptionnel. Donc c'est-à-dire que si je fais moins de 50, oui, il y a des gobelins. Mais si je fais carrément moins de 10, c'est une sorte de critique en quelque sorte, c'est oui exceptionnel, quoi. C'est-à-dire, oui, et ils sont sur leur garde et ils sont une centaine. Je dis n'importe quoi, hein. Peut-être j'abuse. Encore une fois, ça va être à vous d'interpréter. C'est ce qu'on disait avant. Alors que si je fais, par exemple, 60, je suis au-dessus de 50, c'est non, il n'y a pas de gobelins. Et si je fais 91, c'est un non exceptionnel. Donc c'est peut-être non, il n'y a pas de gobelins, et en plus, il semblerait qu'ils ont quitté leur grotte, qu'ils sont partis. Le feu est éteint, il n'y a aucune trace de vie des gobelins. Peut-être même que je suis pas devant la bonne grotte. Voilà, là ça va être à moi d'interpréter. Donc grosso modo, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est aussi simple que ça, et je trouve que c'est particulièrement efficace, même si quand on regarde comme ça, on se dit « Ok, j'étais pas là pour regarder tableau de la nomenclature des éléments chimiques », mais en fait, c'est pas ça, c'est juste hyper simple. Et donc, 4 résultats possibles à chaque fois. Et du coup, comment on va se déplacer ce facteur KO? Parce que vous voyez, si par exemple, je suis facteur KO 9, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de chances qu'il y ait des gobelins, vous voyez. Si je reprends pareil, pour moi, c'est 50-50 qu'il y ait des gobelins à cet endroit. Donc cette colonne-là, il faut vraiment la penser simulation pour moi. La colonne de gauche, il faut penser, est-ce qu'il y a des chances dans l'univers, selon moi, dans l'univers dans lequel je m'imagine jouer? Je ne dois pas penser déjà à la tension narrative à ce moment-là, parce que ça, c'est géré par le facteur KO, entre guillemets. On se met dans la même situation, je suis devant la grotte et je me demande s'il y a des gobelins, et moi, je me dis, bon, bah, c'est possible, c'est pas possible, les deux, voilà, je sais pas trop, donc je reste sur 50-50 dans ma tête. Sauf qu'avant, il s'est passé plein de trucs, on est haut en tension dans l'histoire, entre guillemets, et donc on est à un facteur de KO 4, bah, vous voyez que là, les chances que les gobelins soient là sont de 9 sur 10. 90% de chances que les gobelins soient là. Et donc en fait, ce facteur KO, c'est ce qui va créer le rythme, un petit peu le côté climax et tout. Et comment on va le faire évoluer? Bah, encore une fois, un peu à l'interprétation, ça c'est pas aléatoire. C'est-à-dire qu'on va commencer à 5, un truc moyen, en début de partie, et puis si notre personnage il s'en sort plutôt bien, il fait pas des rencontres trop difficiles, il se met pas trop dans la panade, la situation se complexifie pas, on va faire baisser petit à petit le facteur KO. Et puis quand la situation va se compliquer, etc. pour notre personnage, on va faire remonter le facteur KO. Et en fait, ça va fluctuer comme ça. Donc ça va créer en fait mathématiquement une sorte de courbe ascendante, descendante, ascendante, descendante. Donc c'est très bien représenté ici. Quand le facteur KO est élevé, on a plus de chances que nos questions aient une réponse oui. Et à noter que il faut pas forcément se poser des questions qui sont terribles. C'est-à-dire que quand le facteur KO est élevé, il y a plus de chances qu'il y ait des gobelins devant la grotte, mais il y a aussi plus de chances que je trouve un trésor. Et il y a aussi plus de chances qu'il y ait un de mes alliés qui arrive soudainement alors que je m'y attendais pas. Et il y a aussi plus de chances que oui, je trouve je sais pas moi, une charrette pour m'échapper du donjon. Et il y a aussi plus de chances que, etc., etc. Donc en fait, ça accélère les choses et donc, potentiellement, ça va augmenter l'adversité, tout comme mes alliés, etc. Et ça va aussi augmenter le nombre d'événements aléatoires. Ça va rendre les choses plus inattendues, en fait. Et donc, ça va pas juste créer une death spiral, une spirale de la mort, où tout devient de plus en plus difficile et je finis par mourir. En fonction des questions que je pose, en fait, ça va juste augmenter les chances que la réponse soit oui.
Et quand on va redescendre, bah, ça va juste être l'inverse. C'est pour ça que ça va sûrement faire des vagues et faire évoluer le ton. Donc on peut le gérer comme ça. Après chaque scène, se poser la question de est-ce que la situation est plus tendue et plus chaotique qu'avant, et est-ce que je fais augmenter, ou est-ce que c'est un peu stabilisé, je fais redescendre, ou alors on peut le décider en tant que MJ. Enfin, on peut tout faire, quoi. Ce sont des outils. Donc voilà un petit peu l'idée de base de cet émulateur. Et en fait, quand est-ce qu'il va y avoir des événements aléatoires, me direz-vous? Eh bien c'est simple, c'est quand on va faire un double. Si je fais un 11, un 22, un 33, etc. avec mon descend, et que la valeur du chiffre qui est doublé, genre par exemple je fais un 11, donc 1, cette valeur est équivalente ou inférieure à mon facteur de chaos actuel, alors je trigger un événement aléatoire. Donc c'est-à-dire que si mon facteur de chaos il est à 5, et que je fais un 33, comme 3 c'est inférieur à 5, je vais déclencher un événement aléatoire. Alors non seulement ça répond à ma question, par exemple, est-ce qu'il y a des gobelins? Est-ce qu'il y a des gobelins? Oui. Si on reprend le même exemple, en faisant 33, ça m'aurait donné un oui, si vous vous souvenez du tableau. Et en plus, comme j'ai fait 33, et que 3 c'est inférieur à mon facteur de chaos, il y a un événement aléatoire. Donc oui, il y a des gobelins, et en plus, j'insère quelque chose d'incertain, quelque chose comme ça, à ce moment-là. Donc bam, j'ai mon événement random. À ce moment-là, d'abord, je pense au contexte. Voilà, je me remets dans le contexte, etc. Maintenant, je jette les dés pour déterminer le focus de l'événement. Et ensuite, je vais jeter les dés pour ajouter des petits trucs d'inspiration. Et ensuite, je vais interpréter. On a le focus. Donc admettons, là, je suis toujours devant la grotte des gobelins. Il se passe un truc random. Vas-y, je vais jeter les dés, là. Et donc, j'aurai un focus qui est 69. Donc, 69, c'est close a thread. Donc ça, c'est le focus de mon événement. Donc, je détermine aléatoirement mon focus. Close a thread, qu'est-ce que ça veut dire? Close a thread, ça veut dire que je vais refermer une intrigue à ce moment-là. Il y a un truc aléatoire qui fait qu'il y a une intrigue qui se referme. Donc, par exemple, admettons, je devais retrouver quelqu'un, que j'étais en train de... Je traquais quelqu'un. On va dire qu'il s'appelle Bill. Je cherchais Bill et je pensais qu'il était à la grotte des gobelins. Bah, à ce moment-là, comme j'ai tiré Close a Thread, le fait de chercher Bill, c'est une intrigue qui va se refermer. Mais je ne sais pas encore exactement comment. Il pourrait être mort, il pourrait être ami avec les gobelins, il pourrait être attaché à un pylône. La question, c'était est-ce que je le retrouvais? Mais maintenant, c'est dans quel état je le retrouve? Pour ajouter du détail, je vais aller chercher des meanings, utiliser des oracles, donc des tables aléatoires qui vont me donner des mots pour m'inspirer. Donc par exemple, là je pourrais dire que je veux savoir dans quel état je le retrouve, le Bill. Et donc je vais aller dans ma table descriptor 1. Je lance 2d10, ça me fait un D100, je fais 61. J'ai loudly, donc bruyant, et j'ai envie de, je sais pas moi, ajouter à ça une action, on va voir. Je tire des mots complètement random et je vais devoir interpréter ensuite. Et 29 c'est delay. Ok. Donc je pense que Bill, vu que j'ai le mot loudly, il est en train d'hurler, et vu que j'ai l'action delay, qui est retardée, et ben en fait, il est en train de se faire brûler comme une sorcière. Là, il est sur un bûcher et il est en train de cramer. Et donc je dois ralentir ça, je dois arrêter ça. Et les gobelins sont autour. Vous voyez, j'ai retrouvé Bill, c'était le focus de l'événement aléatoire, et avec ces deux mots, j'ai rajouté le contexte. Voilà grosso modo comment tout ça fonctionne. Et alors, un truc dont j'avais envie de vous parler rapidement, parce que vous voyez, dans le focus, on peut avoir des new NPC. Bon, ça, c'est juste, il y a un nouveau PNJ, mais on peut aussi avoir NPC négative, NPC positive. Donc ça veut dire une action d'un PNJ qui nous aide, qui nous contraint. Ça peut aussi être un truc lié à notre personnage. On a cette histoire de thread, donc d'intrigue, etc. Et en gros, si je tombe sur ces résultats et que j'ai pas déjà d'intrigue, j'ai pas déjà de PNJ, ça marche pas. Et c'est là que ça devient intéressant, la fameuse feuille dont je vous disais, toute bête, qui propose, que j'aime beaucoup. C'est cette feuille qui nous permet de faire des listes, en fait, tout simplement. Et je pense que ça peut être utile, qu'on soit en solo ou qu'on mène une campagne, et je pense que je vais m'en servir pour mes campagnes en cours. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc voilà, en fait, on a une fiche comme ça, une aide de jeu qu'on peut utiliser, qu'on va pouvoir remplir. Donc on peut l'imprimer, on peut la mettre sur ordi. Et en fait, là, par exemple, je peux venir remplir mes trucs au fur et à mesure. Donc je me dis, je dois retrouver Bill. Ça, c'est un de mes threads. Et admettons, j'ai fait la rencontre de plusieurs PNJ. J'ai rencontré Rogo. J'ai rencontré Annabelle, j'ai rencontré le seigneur Anouche, j'ai rencontré le chef gobelin dont je connais pas le nom parce qu'on parle pas la même langue, par exemple. J'ai rencontré une bande de bandits. Ça peut être plein de choses. Hein. Un personnage, ils nous disent, ça peut être... en gros, c'est quelque chose qui peut interagir, qui peut changer les choses. Ça peut aussi être une malédiction. C'est pas forcément un personnage en tant que tel. C'est juste quelque chose qui va pouvoir influencer l'histoire. Et moi, je dois retrouver Bill, je dois lever la malédiction et je dois, par exemple, convaincre le seigneur
Anoush. Et en fait, Bill, c'est le fils du seigneur Anoush qui a disparu. Et donc voilà. Donc en fait, je vais noter au fur et à mesure un peu les objectifs que je me fixe, ou plutôt les intrigues dans lesquelles je suis, d'une certaine manière. Et d'un autre côté, les différents acteurs, que ce soit un groupe de personnages, que ce soit une malédiction, que ce soit tout et n'importe quoi, dans 2 trucs différents. Et en fait, ça va se transformer en table aléatoire. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir, par exemple, je sais pas, on pourrait dire que je suis tombé en focus d'événements aléatoires sur un PNJ intervient, là, je sais pas, et ben, je vais pouvoir jeter, on va enlever celui-là, pour l'instant. Moi, j'ai déjà rencontré tous ces personnages-là, je sais pas lequel intervient, en fait, donc jette un des 10, et admettons, là, j'ai pas fait 10, mais on va dire que j'ai fait 10, et en fait, l'événement aléatoire, c'est la bande de bandits que j'ai croisée plus tôt, et ben là, elle revient dans l'histoire, en fait, parce que je l'ai mis dans une table aléatoire, et elle peut revenir via les événements aléatoires. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que non seulement ça vous permet de traquer, hein, de suivre un peu votre histoire, mais surtout de faire se recouper les choses et de pas que ouvrir des portes. Parce qu'en fait, vos événements aléatoires ne vont pas nécessairement à chaque fois faire apparaître un nouvel élément dans la narration. Ils peuvent aller chercher dans des anciens éléments que vous avez rencontrés et les faire revenir. Et donc, ça permet de refermer aussi des portes. Et je pense que en jetant les dés, etc., alors évidemment, c'est pas du 100%, vu qu'il y a l'interprétation, il y a plein de choses. Mais le système tend à nous faire non seulement fluctuer grâce au facteur chaos dans des moments de haute tension, de tension qui redescend, mais aussi à nous ramener des trucs qu'on a rencontrés avant, puisqu'ils deviennent, une fois qu'on les a rencontrés, des éléments d'oracle qui peuvent revenir. Et donc, ça peut créer des plot twists, des retournements de situation, plein de choses en fait. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal pour non seulement avoir une certaine cohérence, faire revenir des trucs, je trouve ça assez cool. Et après, bon voilà. Honnêtement, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout plein de conseils pour se servir de tout ce schmilblick. On a aussi une aide de jeu pour avoir un journal d'aventure pour faire le suivi, etc. si on joue en solo. Tout du long, on va avoir des petits conseils pour nous aider à utiliser l'outil, pour mettre en place des scènes, etc. Par exemple, on peut randomiser le début d'une scène, parce que des fois aussi, vous faites une idée d'une scène, et en fait, vous voulez voir, mais est-ce que c'est vraiment la scène à laquelle je m'attendais? Par exemple, vous arrivez, pour vous, c'est évident dans vos attentes, vous arrivez au bureau du grand chef de la pègre auquel vous allez passer les menottes, là. Et en fait, vous jetez un dé pour voir si c'est vraiment cette scène-là qui arrive ou voir s'il y a un twist. Genre, vous pensiez arriver dans le bureau et paf, c'est pas du tout ça. Donc, il y a plein de manières de se servir du truc. En fait, il y a plein de variations aussi. Genre là, on a comment gérer les découvertes. Et en fait, en réalité, je vous montre, une fois qu'on a passé cet endroit, alors je vais parler de cet endroit, on va faire dans l'ordre. En fait, à la fin, on va dire, de la partie principale du livre, de la base du livre, vous avez beaucoup d'oracles. Bon, alors, je pense qu'à force d'acheter des jeux de rôle ou d'acheter des bouquins avec des oracles, vous ne manquez pas d'oracles, mais c'est toujours intéressant quand vous avez un outil que tout soit condensé. Quand vous devez manipuler 15 livres en même temps, vous perdez en efficacité. Donc là, vous avez quand même un paquet d'oracles, genre des descripteurs de mutation, des dieux, des légendes, etc. Donc on retrouve ça dans d'autres jeux, hein. Mais le retrouver dans chacun de vos livres dont vous avez envie de vous servir, sans devoir aller chercher l'autre livre, moi je trouve ça vraiment excellent. Donc c'est cool qu'il y en ait plein. Des pouvoirs, du loot, vous avez plein de tables aléatoires qui peuvent vous aider. Et une fois que vous avez passé en fait toute cette partie, je scroll, vous allez avoir des variations. Donc ça, je crois que c'est vraiment l'ajout de la V2. Je sais pas trop, je me souviens plus trop de la V1, honnêtement, c'était il y a longtemps. Mais je sais que l'auteur crée plein d'autres trucs, quoi. Ou la maison d'édition, je sais pas. Là, vous avez plein de variations. Donc on vous donne des variations pour du truc plus linéaire, pour du truc plus sandbox, des outils à aller chercher sur Internet, comment écrire votre truc, des conseils pour faire votre journal, déterminer les caractéristiques d'un PNJ, le world building. Donc vous avez plein d'autres choses honnêtement que j'ai pas vraiment lu. Donc je vais pas vous en parler trop longtemps. Ça, je l'ai lu vite fait, par exemple. Ça, je peux vous en parler vite fait, mais ça semble très inspiré d'Ironthorn. En gros, c'est l'idée d'ajouter une autre aide de jeu s'il y a vraiment un truc sur lequel vous voulez vous concentrer. Vous voulez créer des étapes pour un thread particulier, donc une intrigue particulière, que vous voulez centrale, par exemple. Bah voilà une mécanique, comment pour la rendre plus centrale et la faire avancer étape par étape. Et voilà, comme ça, vous allez avoir plein de conseils différents, de trucs à mettre en place. Il y a des illustrations qui sont pas dingos, mais c'est sympa, quoi. C'est pas trop abrupt comme bouquin. Donc vraiment énormément de conseils. Vous avez aussi un truc qui est assez intéressant, c'est de changer votre tableau. Là, par exemple, vous voulez un univers beaucoup plus ancré. Justement, un truc un peu moins narratif, ou en tout cas, qu'il y a moins des hauts et des bas. Un peu moins, c'est pas moins narratif, mais c'est moins contrasté. Vous pouvez vous prendre une table avec un facteur chaos plus faible, par exemple, pour avoir un univers qui part moins dans tous les sens, avec moins de twists et tout. Vous avez des exemples pour mieux préparer des scènes. Donc ça, c'est, je pense, si vous voulez plus vous servir du truc pour de la préparation en amont plutôt que de la 100% émergent. Par exemple, ici,
vous faites carrément soit vous faites une pause méta durant votre partie pour suivre les conseils qui sont présentés ici, soit c'est en amont de la partie que vous faites ça. Enfin bref, il y a 1 milliard de variantes dont on va pas parler plus longtemps. J'avais juste envie de parler d'un autre point. Vous voyez, encore une variante des points de péril, je sais même pas ce que c'est. Un autre point, c'est que du même éditeur, il y a d'autres trucs, genre le crafter d'aventure. Alors là, je l'ai téléchargé, j'ai pas encore vraiment regardé, mais j'ai envie de jeter un petit œil. Il y a plein d'outils et d'exercices. Autre chose, il y a des gros exemples. Donc ça, c'est pas mal, parce que quand vous y connaissez rien, avoir un méga exemple d'une partie presque complète, enfin de toute l'utilisation du système, c'est quand même sympa. Et vous voyez que ça s'étend sur quand même une dizaine de pages. Et en fait, ce que je trouve aussi très très cool, c'est que une fois que vous avez passé tout ça, à la fin, il y a un sommaire qui reprend vraiment chacune des mécaniques proposées en 2-3 pages. Et vous retrouvez à la fin aussi les aides de jeu et surtout tous les fameux oracles, toutes les tables aléatoires qui sont regroupées à la fin pour pas avoir à vous promener partout dans le bouquin. Toutes les aides de jeu sont regroupées à la fin, donc je pense que c'est aussi un livre qui non seulement vous présente les trucs et tout, mais qui est aussi pratique, on va dire, à manipuler pendant la partie. Et donc honnêtement, je pense que je vais essayer là dans ma petite campagne de Tokyo Escape d'implémenter un peu ça, déjà juste les feuilles là, parce que moi je commençais déjà à être perdu dans la campagne. En fait, quand je joue en émergence, je prends très très mal des notes. Et donc ça va me permettre d'avoir une sorte de marque-page, vous voyez. J'ai mon petit cahier où je note mes idées à la session et tout. Sur mon ordinateur, je peux noter des choses et tout. Ça me permet juste d'avoir tout le temps sous la main tous les PNJ et toutes les intrigues actives. Et comme ça, quand je suis dans l'impro, je peux me dire « Ah, vas-y, je vais ramener ce PNJ, ça fait un moment, etc. » Il y a pas mal de place, vous voyez. Enfin, pour que j'ai autant de PNJ actifs dans l'intrigue, pour arriver jusque-là, c'est que déjà qu'on aura bien complexifié l'histoire. Donc je pense que ça va m'être fort utile. Donc voilà, je vais vous laisser ici. C'était pas une review, c'est pas... voilà, c'était juste... je voulais vous en parler rapidement, puisque j'ai passé mon petit samedi après-midi à regarder ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en apprendre plus sur ce bouquin, il y a plein de vidéos dessus, hein, c'est vraiment pas un truc de niche. Enfin... Le jeu de rôle est un truc de niche, le jeu de rôle solo l'est encore plus. On va dire que dans la niche, le jeu de rôle solo, ça c'est vraiment quelque chose de très connu. Donc je pense que vous pouvez trouver plein d'autres vidéos là-dessus et que vous trouverez très facilement à le télécharger sur DriveThru RPG, etc. Donc je vous laisse ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ. Bye.